La célèbre ville portugaise de Porto est connue pour son vin liquoreux, son port et les ponts spectaculaires qui enjambent l'estuaire. L'estuaire du fleuve Douro. Étonnamment, ce fleuve Douro ne jouit pas de la même célébrité que la ville qu'il traverse pour atteindre l'Atlantique. Il le mériterait pourtant. Car sait-on que si l'on remonte son cours sur une centaine de kilomètres, on découvre une vaste et incroyable vallée dont les versants ont été spectaculairement redessinés par l'homme. Une vallée parfois vertigineuse, restée inaccessible jusqu'à une époque récente. Tout ici est difficile. Le climat, le terrain, les gens ont réussi à dépasser cette adversité grâce à leur ingéniosité, comme on dit souvent. C'est ce qui donne au paysage ce visage très humain. C'est là, dans cette haute vallée du Douro, aride, rocailleuse, presque impossible à cultiver, que naît le vin de Porto. Porto la prospère lui doit beaucoup. Ces paysages agricoles atypiques ont été et restent pour les hommes un défi permanent. La région du Douro est une région très spécifique au nord du Portugal. Nous avons un terrain très montagneux qui ne permet même pas de faire de l'agriculture, parce que les pentes sont abruptes, avec beaucoup de pierres. La vallée du Douro, à l'origine plus étroite, semble aujourd'hui plus large grâce aux barrages. Mais au départ, c'était une vallée très étroite, avec le fleuve qui coulait au fond, et le débit de l'eau était beaucoup plus faible. Une autre caractéristique de la vallée, c'est son microclimat. Nous avons des hivers très rigoureux et très froids. Et durant l'été, des températures très élevées qui peuvent dépasser les 40 degrés. En hiver, elles peuvent même être négatives. Depuis le Moyen-Âge, nous avons un paysage de vignobles. Les paysans avaient développé des méthodes agricoles spécifiques. De l'époque romaine, il nous reste de nombreux vestiges de viticulture dans la région. C'est sûrement à cette époque qu'ils commencèrent à faire des transformations. Soumis à de telles conditions, pour quelles raisons les hommes se sont-ils acharnés à créer un tel paysage? L'embarcation de Natalia, inspirée des bateaux traditionnels de la vallée, descend lentement le cours du fleuve en direction de Peço da Régua, le port le plus en aval de la région viticole. Elle y retrouve une figure de la petite ville, un habitant qui s'est juré de ne jamais quitter le Douro et surtout qui en connaît l'âme et les secrets. Je suis né ici. Je suis né ici il y a 77 ans et je veux continuer à vivre ici. Je veux même mourir ici. Le Douro est une région très intéressante. Les domaines viticoles sont très petits. Nous avons près de 30 000 viticulteurs. Et près de 15 à 16 000 d'entre eux ne cultivent pas plus d'1 hectare de vigne. Donc ça veut dire que la moitié des viticulteurs sont des petits viticulteurs. Celui qui naît au Douro naît avec l'amour de cette terre extraordinaire. Et cela devient presque un vice. Les viticulteurs font prospérer leur patrimoine parce qu'il est familial, parce qu'ils ont hérité de la vigne de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents. Ils veulent le conserver et le transmettre à leurs enfants. Mais si les valeureux viticulteurs du Douro vivent encore aujourd'hui de leurs vignes, c'est grâce à un coup de pouce de l'histoire. L'histoire des rivalités incessantes entre l'Angleterre et la France. En 1667, Colbert, ministre de Louis XIV, freine les importations de denrées venant d'Angleterre. En représailles, le roi Charles II d'Angleterre augmente les droits de douane sur les vins français, puis en stoppe totalement l'importation.
Les négociants anglais doivent trouver alors d'autres sources d'approvisionnement en vin. Ce seront les vignobles du Douro. La fortune de la ville de Porto et de ses grandes maisons de vin est faite. Le remodelage de la Haute-Vallée s'est alors accéléré avec l'essor de certaines fermes, des quintas, qui gagnent en surface et prestige. Un travail de titan que l'on peut admirer aujourd'hui, sculptant le paysage à grande échelle. C'est au-dessus de Pinhao que se trouve l'une de ces fascinantes quintas. Les domaines où travaillent les passionnés, les amoureux de la vallée et où se trouvent les plus grandes maisons de Porto. Là où s'opèrent les meilleures alchimies. C'est une vigne de montagne, la meilleure vigne de montagne au monde. C'est une vigne impossible à mécaniser. Tout y est fait à la main. Tous les fruits sont récoltés à la main, mais dans cette région difficile à travailler, on produit un vin incomparable. Grâce à ces difficultés, justement. Ce sol, peu fertile, demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Mais en contrepartie, il donne une qualité, une concentration, des vignes inimitables et uniques. Le schiste est l'élément structurant de la vallée du Douro. Sans le schiste, le vin de Porto ne serait pas ce qu'il est. La région du Douro est une zone de gisement de cette pierre. Notre terre n'est pas une terre ordinaire, un sol de pierre de schiste. Quand ils ont construit ces terrasses, quand ils ont dû travailler la terre, ils ont dû casser des pierres. C'est une pierre laminée qui est facilement friable. Dans ces cultures en terrasse, le sol est riche en fer. Ce qui a créé un sol propice à la vigne et une terre où ses racines trouvaient des conditions favorables. Cela a donné un avantage certain car les vignes pouvaient passer entre 5 et 6 mois sans pluie. Et pour que les vignes survivent, elles devaient aller puiser l'eau en dessous, en profondeur. Les racines devaient aller bien en profondeur et elles étaient immergées dans le schiste. C'est ce qui a fait que ce terroir est unique. Je dis quelquefois que le schiste donne tout son parfum et son arôme à ce vin. Ce vin miraculeux, fruit de ce travail de forçat, des hommes, mais aussi de la vigne elle-même, ce vin est perdu s'il ne peut rejoindre la ville, les chais, les quais, d'où il sera exporté au-delà de l'Atlantique. Comment, dès le XVIIe siècle, transporter toute la précieuse production de la vallée? Le seul lien étant le fleuve, c'est un bateau qu'il fallait inventer. Le Barco Rabelo. À Peço da Régua, le musée du Douro a conservé l'un des derniers rabelos encore intacts. On y découvre la structure singulière de cette embarcation, mais aussi toute la vie qui l'accompagnait. Le bateau appelé Rabelo, contrairement aux bateaux ordinaires, possède un fond complètement plat, lisse comme une planche de surf pour pouvoir glisser sur l'eau. Cette structure est aussi faite en fonction des tonneaux de vin de Porto. Car la taille des tonneaux de notre région du Douro est de 550 litres et ces tonneaux s'adaptaient parfaitement au bateau. Dans les rapides, les tonneaux ne se brisaient pas et ne sortaient pas de leur logement. Il y avait un équipage. Normalement, pour un bateau de cette taille, il fallait 3 personnes. Le Arraïs, le maître du bateau, s'asseyait ici et manœuvrait les rames installées en hauteur. C'était la partie la plus importante qui permettait d'orienter le bateau. Et après, il y avait toute une série de personnes qui aidaient à la navigation. On avait toujours un cuisinier sur le bateau qui travaillait dans une petite cuisine. Il y avait un responsable du vin, un vignateiro, pour éviter les vols. La cargaison avait tant de valeur qu'ils dormaient sur le bateau. Pendant la semaine de voyage, ils restaient à bord du bateau. Il y avait toujours un moment où la cargaison devait être protégée. Alors on désignait systématiquement un responsable. Voyager sur ces bateaux était en fait une aventure.
car en partant, ils ne savaient pas s'ils reviendraient un jour. La haute vallée du Douro est décidément le théâtre d'un dépassement hors du commun. Le dépassement de viticulteurs accrochés à leurs versants rocheux, mais aussi le courage de marins qui bravaient les flots tumultueux du fleuve pour rallier l'estuaire. Avant l'avènement des grands barrages, avant l'ère du chemin de fer ou des routes modernes, ces hommes risquaient leur vie pour que l'œuvre de la vallée arrive à bon port. En fait, le vin de Porto doit beaucoup à ces générations de marins, car sans eux, le vin n'aurait jamais pu arriver jusqu'à Vila Nova de Gaia. Depuis ici, le Porto était exporté dans les caves plus grandes, vers les marchés des îles britanniques, de Scandinavie, d'Allemagne. C'est pour ça que le vin porte son nom. Curieusement, il est fabriqué dans le Douro, mais il a adopté le nom de la ville où il a été envoyé et qu'il l'exportait. Le nom de son port, Porto. Sans doute serait-ce justice de rebaptiser le vin de Porto vin du Douro. Mais ce serait oublier que l'élaboration finale qui crée le Porto se joue dans les chais de Vila Nova de Gaia, sur la rive sud de Porto. C'est là que les grandes maisons rivalisent de secrets pour allier vin et liqueur, pour choisir si telle récolte fera un fabuleux Tawny ou un Porto vintage. L'alchimie s'achève ici pour le plus grand bénéfice des amateurs. Le vin de Porto est un vin mondialement connu. On voit ici des visiteurs de Chine, de Corée, des États-Unis, du Canada, d'Australie, probablement de partout dans le monde, et même du Brésil. Ce contact direct dans l'entrepôt avec le vin éblouit les visiteurs quand ils découvrent son histoire. Une histoire intemporelle. Ils sortent d'ici avec de nouvelles connaissances, une nouvelle passion pour le Porto, des siècles d'histoire et plein d'aventures à raconter. Peut-être sont-ils encore trop peu nombreux à se douter de tout ce qu'il leur a fallu déployer comme effort et passion pour que ce nectar leur parvienne. Tout cet incroyable chemin depuis un lointain versant. Au-dessus du bien nommé Douro, le fleuve doré en portugais.